Bonjour Magda. Bonjour à tous. Je crois qu'il est temps de commencer ce webinaire. J'ai l'impression que vous êtes tous en ligne, donc bienvenue. Nous sommes ravis. Donc Magda, je te laisse introduire ce webinaire déjà en te présentant. Bonjour, je m'appelle Magdalena Zilviti-Chaland. Donc, je suis psychologue pour Hôtel-Med. Je travaille comme coach pour expatriés depuis plus de 10 ans et je suis l'auteur du livre Réussir sa vie d'expat aux éditions Erol. Et moi, Alix Carnot, donc directrice associée depuis le mois de novembre d'Expat Communication. Expat Communication que vous connaissez généralement à travers ses sites internet et notamment le plus connu de tous qui est Femme Expat. Aussi une ancienne expat qui habitait aux États-Unis, en Centrafrique, en Australie, en Espagne et en Italie. Et de retour à Paris depuis 4 ans. Donc, je connais aussi cette nouvelle expat qu'est le retour, dont on reparlera tout à l'heure. Voilà. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que Magda et moi avons toutes les deux un livre, en tout cas, pas ensemble, mais qui a été publié le même mois. Donc, ça crée quand même un beau lien entre nous. Mais ça y est. Donc, publié le même mois, dans la même maison d'édition. Erol. Et donc, si on décrit ton livre en une seconde, parce que c'est important de décrire ton livre, parce que ça va nous dire aussi dans ce webinaire la spécificité de ton approche. Donc, c'est les dessous psychologiques de l'expatriation, parce qu'on connaît souvent les démarches pratico-pratiques, qu'est-ce qu'on doit faire pour partir, tout le côté vraiment logistique. Et ce livre traite vraiment des répercussions beaucoup plus internes et psychologiques qui vont intervenir lorsqu'on part en expatriation, parce que c'est pas du tout anodin. Super. Et alors le mien, Chérie, on s'expatrie, lui, il parle de ce qui se passe dans le couple quand on est en expatriation, notamment toutes les questions qui tournent autour de la double carrière. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est courant? Et comment on fait pour arriver à travailler tous les deux en expatriation, tout surtout en préservant son couple? Voilà, donc ça vous donne aussi une idée de ce qu'on apporte l'une et l'autre et des questions que vous pouvez nous poser pendant ce webinaire. Alors, on va commencer maintenant. Est-ce que, Magda, s'il te plaît, tu peux nous redire les grandes phases et des sujets qu'on va traiter? Alors déjà, je voulais aussi rajouter quelque chose parce qu'effectivement, tu as bien fait d'expliquer que nous étions tous les deux avec l'expérience de l'expatriation. Moi, je suis à New York actuellement, enfin à côté de New York, dans une petite ville qui s'appelle Princeton. Et je suis sur la côte est des États-Unis depuis 1 an. Et auparavant, pendant 13 ans, j'étais sur la côte ouest américaine, en Californie. Donc voilà, s'il y a un petit décalage son ou quelque chose, c'est parce que je suis là-bas, sur la côte est. Donc, on va parler dans cette conférence de l'aspect vraiment de l'expatriation pour les femmes. Parce que lorsqu'on part en expatriation en tant que femme, il y a des problématiques très particulières qui vont intervenir. C'est des questions spécifiques qui sont liées à la carrière professionnelle, à la vie privée, au couple, aux liens sociaux et aussi à la question de la dépendance, souvent une dépendance financière qui peut intervenir. Donc, on va avoir 6 grands thèmes qu'on a décidé vraiment de traiter cette fois-ci. Avant de partir, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer avant le départ? Le côté aussi les risques de l'expatriation au féminin, la situation de conjoint expatrié, donc là tout au niveau du couple par exemple, la carrière à l'expatriation, donc l'aspect plus professionnel, le côté socialisation et pour terminer le retour. Donc comme ça on aura fait la boucle. Et vous avez vu qu'il y a de grands absents de ce webinaire et c'est un choix délibéré de notre part, ce sont les enfants. Parce qu'on en a bien réfléchi quand on a préparé le webinaire avec Hôtel-Med et avec Magda et on s'est dit la femme, enfin si on parle de la femme, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on parle des enfants et donc il y a d'autres webinaires qui leur seront dédiés. Mais là, on s'occupe de vous en tant que femme. Femme célibataire, femme en couple, femme qui travaille, femme à la maison, femme dans sa vie sociale. En tout cas, c'est votre moment à vous. Alors, on commence avec donc une première question. Que représente déjà l'expatriation quand on part? Comment est-ce qu'on peut se préparer? Quel impact sur notre identité? Et là, comme c'est vraiment une question assez psycho, c'est Magda qui commence.
Alors déjà, ce qui est vraiment important, c'est tenir compte de la réalité de ce que signifie partir, s'installer à l'étranger. Parce qu'il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup d'illusions. C'est positif, ça permet aussi de se créer une motivation et l'enthousiasme nécessaire, indispensable pour pouvoir partir, parce qu'effectivement, il y aura quand même beaucoup de choses à faire. Donc, c'est bien d'avoir ce moteur-là. Ce qui est important aussi, pour pas avoir des désillusions qui peuvent parfois après être préjudiciables, au niveau psychologique notamment, c'est tenir compte aussi de la réalité qui n'est pas toujours idéale. Il peut y avoir des moments qui sont plus difficiles et c'est important aussi de réaliser qu'on va traverser des moments de doute, des moments où il y aura des difficultés d'adaptation. Ça peut arriver, ça va sûrement arriver. Des problèmes de communication notamment aussi et de compréhension culturelle. Il y a aussi d'autres aspects qui vont intervenir lorsqu'on part. Partir ailleurs signifie aussi laisser. Donc on va laisser certaines choses sur place, il faut en être conscient. On va laisser la famille qui, lorsqu'on part, peut vieillir, lorsqu'on part longtemps, il peut y arriver des choses. Donc, ça voudra dire aussi la marque de l'absence. Donc ça, il faut tenir compte de ces aspects-là. On va laisser une zone de confort. Malgré tout, là où on est, ça peut par moments nous agacer, on veut du renouveau, mais c'est aussi quelque chose qu'on connaît. Le connu, par moments, ça rassure. Être dans l'inconnu, ça va être aussi des aspects beaucoup plus difficiles à gérer et qui peuvent être extrêmement enrichissants, qui sont le plus souvent très, très enrichissants, mais il va y avoir aussi des habitudes à se recréer. Et la famille qu'on laisse, ce qu'on va retrouver ailleurs, ça va être souvent des amis qu'on va pouvoir se faire et qui vont devenir une deuxième famille. On va parler de l'aspect socialisation plus tard, mais c'est important de savoir qu'il y a des choses qu'on laisse quand on part et en être aussi conscient. Ce n'est pas juste quelque chose vraiment de l'ordre de l'idéalisation ou de l'ordre du pratique. Déjà, on parle souvent du cycle de l'adaptation lorsqu'on part à l'étranger. Il y a un cycle un peu classique qui peut être un peu caricatural, mais malgré tout, on le retrouve très souvent à plus ou moins fort. Il y a l'aspect au début qui est la préadaptation. Et la préadaptation, ça va être le moment où en fait on va commencer à réfléchir à tout ce qu'on doit faire. Donc c'est très enthousiasmant, ça peut être aussi par moments un peu stressant et on a l'impression qu'on se noie, mais on est dans l'action. On arrive dans le pays et là, c'est la découverte. Donc, on appelle ça la lune de miel. C'est un petit peu lorsqu'on est en rencontre sentimentale. Au début, tout est beau, tout est rose. On découvre, c'est sympa. On essaie de mettre de côté ce qui nous plaît pas trop parce qu'on est surtout subjugué par la nouveauté. Donc, ça, c'est une période qui est assez agréable, qui peut être aussi un peu stressante parce qu'en même temps, il reste des choses à accomplir de l'ordre du pratique. Mais bon, on est encore tout frais, tout neuf. Et à un moment, on peut avoir un moment de crise qui arrive quand les désillusions apparaissent et on se dit, bah, finalement, c'est pas tout super. Tout n'est pas extra. Il y a des moments qui sont un peu plus gênants et il y a de la frustration qui va arriver. Il y a des moments où on va en avoir assez. Il y a un moment où on se dit, bon, bah, finalement, c'était pas plus mal ailleurs, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je viens faire là? Ce moment de crise est un moment qui est très important. Et je vous invite à ne pas le voir comme un moment à juste négliger et à se pourvu que ça passe, mais surtout à considérer parce qu'il y a plein de richesses, parce que c'est un moment où on va pouvoir faire des choix et on va pouvoir aller dans l'authenticité du lieu et de soi-même. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de ce on va pouvoir faire pour améliorer notre condition. Donc, c'est un moment où vraiment les choses, il y a un petit tournant qui va se faire parce que de là va pouvoir se créer un ajustement qui est le stade suivant où on va pouvoir avoir plus de compréhension sur la réalité de nous, de l'endroit. Et suite à ce moment d'ajustement, on va commencer à pouvoir avoir à nouveau des marques, se faire une certaine familiarité pour intervenir un moment d'adaptation avec un nouvel équilibre où finalement, on sait où on est et on arrive à être bien où on est. Donc, c'est ça, ce cycle d'adaptation qui peut être plus ou moins fort en fonction de chacun, mais qui arrive assez régulièrement. Voilà, donc Magda, en gros, vient de nous raconter son livre en 3 minutes, alors que quand on lit son livre, c'est hyper profond, hyper bien décortiqué, hyper riche. Beaucoup plus de choses. Évidemment. Là, vous avez la chance d'avoir vraiment une des grandes spécialistes du cycle de l'expatriation et de son impact. Moi, je vais redescendre de 18 crans. Avant, je vous donne 2 images.
première image, l'expatriation, c'est comme une marche en montagne. C'est-à-dire, c'est génial, c'est grisant, mais là, je suis vraiment pratico-pratique. On part pas en tongs et en short, quoi. On a vraiment un sac à dos où on s'est bien préparé. C'est ça qu'on va développer. Et une image peut-être un petit peu plus profonde. Pour beaucoup, l'expatriation, c'est comme un déménagement. C'est-à-dire, si je prends un pot de fleurs, hop, je vais changer mon pot de fleurs de fenêtre et ça sera pas très compliqué. Ça n'a pas d'impact profond. En réalité, l'expatriation, c'est un déracinement. Et donc, qui dit déracinement, dit on coupe des racines, ça fait mal, premièrement. Et deuxièmement, quand on se replante, et ben en fait, comme tout sera différent, le sol, l'éclairage, la façon dont l'eau arrive, la plante va changer. Donc, c'est pas juste je bouge, c'est je vais me transformer. Et c'est ça aussi dont on va parler. Maintenant, je redescends dans la pratique. Quelques façons importantes de vous préparer. Évidemment, le voyage de reconnaissance, parce que c'est la façon Magda parlait de mythes et de presque d'expatriation fantasmée. Le voyage de reconnaissance, c'est une première façon de se confronter au réel avant d'accepter et de décider de faire son choix. Une autre façon, moi je suis très frappée de voir que les gens qu'on accompagne chez Expat Communication sont de moins en moins préparés à l'expatriation. Peut-être parce qu'il y a Internet, parce que la mondialisation fait que l'expatriation semble s'être banalisée. Nous sommes tous évidemment des citoyens du monde, mais enfin c'est pas si vrai. Et du coup les gens se préparent moins, c'est-à-dire qu'ils s'informent un peu moins sur le pays et surtout ils font beaucoup moins ce qu'ils avaient avant. Autrefois, il y a très longtemps, du temps où Internet n'existait pas, on partait avec des lettres pour rencontrer des gens. Voire même, c'est un truc dingue, on téléphonait aux gens sur place pour prendre des renseignements. Les gens qu'on voit en stage chez nous, parce qu'ils travaillent jusqu'au dernier moment, font ça de moins en moins. Et or, c'est vachement important pour poser des jalons et pas avoir les moments de grande solitude qu'on peut avoir au départ. Alors, où s'informer, où rencontrer des gens, nous, on a une ressource qui est le site Femmes Expat, dans lequel il y a des tas et des tas d'articles par destination et surtout l'implication concrète que peut avoir l'expatriation. Je vous recommande aussi tout simplement sur le site du ministère des Affaires étrangères. Vous tapez expatriation ministère des Affaires étrangères et il y a plein de trucs ultra pratiques, ultra récents. Et puis, on vend un petit livre qui est notamment en vente sur le site Femmes Expat, qui a été fait avec la Caisse des Français de l'étranger et Humanis, qui s'appelle L'essentiel de l'expatriation, où en 70 pages, je crois, vous avez vraiment tous les trucs pratiques qu'il faut bien valider avant votre départ, très orienté femmes, parce que ça a été fait par Femmes Expat. Et bravo à Émilie en régie qui arrive maintenant à nous montrer l'image. Super, merci Émilie. Tant qu'on est, donc là vous voyez le site, la page du ministère des Affaires étrangères. Vous avez un bout expatriation, mais vous le retrouverez sur le site que vous voyez aussi, Femmes Expat. Magda, et après il va falloir qu'on aille un petit peu plus vite, qu'est-ce que tu peux nous dire en un mot dans cette préparation spécifique? Parce que là, ce qu'on a dit, c'est important, mais c'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. En termes d'identité, qu'est-ce qui est important à savoir pour les femmes? Alors pour les femmes, ça va être important de savoir qu'il y a différents types de personnes qui partent et différents types de situations de femmes expatriées. Il y a la femme expatriée qui est la porteuse du projet d'expatriation. Donc c'est-à-dire que la famille en entier part car elle a le travail et donc tout le monde suit. Et pour tout porteur de projet d'expatriation, que ce soit femme ou homme, il y a un sentiment de responsabilité qui est très très fort parce que on est parti à cause de celui qui a un poste. Et donc, il ne faut pas que ça rate. Il faut que ce soit super. Donc, il y a une pression extrêmement importante. Quand c'est la femme, il y a une pression encore plus importante parce que malgré tout, c'est moins courant. L'homme qui ne travaille pas, qui l'accompagne, ils ne sont pas encore très nombreux. Donc, il peut lui aussi le vivre assez mal dans son sentiment masculin. Et donc, il va falloir avoir encore plus de ressources et plus de force pour assumer ce rôle-là qui n'est pas encore culturellement extrêmement développé. Ça reste assez rare. D'ailleurs, pour le conjoint qui ne travaille pas, l'homme, il y aura très, très peu de lieux où il pourra retrouver d'autres hommes comme lui parce que c'est quand même pas assez fréquent. Donc, il y aura un isolement du conjoint et la femme porteuse du projet peut vivre ce poids de la culpabilité relativement fort en se disant j'ai pris le travail et pas lui. Donc, il faut vraiment que ce soit très, très bien et professionnellement que ce soit une grosse réussite. La femme qui ne travaille pas et qui suit son conjoint qui lui travaille, c'est une situation qui est encore aujourd'hui la plus fréquente. Et donc, c'est une situation où finalement,
ce seront des femmes accompagnatrices qui peuvent avoir lâché un travail qu'elles avaient auparavant et se trouver dans une situation nouvelle, différente, à la maison, par exemple. Et donc là aussi, il va y avoir beaucoup de choses à assumer, notamment pour le côté professionnel. Est-ce que je l'ai choisi ou est-ce que je le subis? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Donc ça va être se connaître soi dans une situation différente. Il y a des femmes célibataires qui partent et qui là, quand ce sont des mères célibataires qui partent avec leurs enfants mais sans conjoint, elles peuvent porter toutes les casquettes à ce moment-là. Et ça devient vraiment difficile parce qu'elles font tout à la fois. Mères, elles doivent aider les enfants, professionnellement, elles doivent assurer professionnellement, socialement, c'est elles qui doivent avoir tous les contacts. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est excitant, c'est aussi une grande autonomie, ça peut être épuisant. Donc, c'est le danger qui arrive à ce moment-là, même s'il y a une autonomie qui est très, très forte. Et puis, il y a les femmes seules, celles qui partent sans enfants, sans conjoint, et qui se disent « je pars à l'aventure ». Et à ce moment-là, juste un petit mot sur quelque chose qu'on oublie parfois, c'est ces femmes seules vont pas rester seules parfois, elles vont faire des rencontres sentimentales et elles vont faire face, par exemple, au dating. Et en fonction du pays où on est, il y aura différents aspects à ce moment-là où elles devront faire face, qui est notamment l'image de la femme française à l'étranger. En fonction de chaque pays, elles vont représenter quelque chose qui n'est pas que elles, qui les dépasse. Donc, il faut déjà passer la barrière de ce que représente la femme française pour pouvoir aussi assumer qui je suis en tant que femme. Puis aussi, les difficultés entre les règles de dating en fonction des pays. Ce n'est pas forcément ce qu'on connaît en France, ça peut être même très spécifique. Moi, je suis aux États-Unis et alors là, on m'a toujours dit que faire du dating aux États-Unis, il faut connaître les règles du baseball. Je ne connais pas les règles du baseball. Les règles du baseball sont très compliquées. Le dating aux États-Unis est aussi compliqué que les règles du baseball. Donc, en fonction des pays, ça peut être vraiment, vraiment différent. Et lorsqu'on part à l'étranger pour rejoindre un conjoint, par exemple, et qu'on devient un couple mixte, multiculturel, il va y avoir aussi des aspects culturels qui vont intervenir, qui vont nécessiter d'avoir une très grande communication, encore plus importante qu'avec n'importe quel autre couple, puisque les incompréhensions et les maladresses peuvent apparaître liées aux différentes langues et aux différentes choses qu'on met à travers les mots, parce que les mots, c'est pas juste ce qu'on dit, mais c'est aussi ce qu'on porte. On appelle le signifié, le signifiant. Donc, il va y avoir un besoin de beaucoup de compromis. Donc voilà, différents aspects de femmes qui partent. C'était un peu pour introduire vous toutes qui nous écoutez. Super. Sur le dating et en fait la façon dont est considérée une femme à l'étranger, n'hésitez pas à regarder, il y a sur le site Femme Expat un article sur le dating à Singapour. Alors c'est spécifique sur Singapour, mais en réalité c'est valable pour énormément de pays et ça montre bien à quel point on peut décaler dans son identité, sa perception de ce qu'on est en tant que femme quand on part. Là-dessus, on va passer au deuxième point sur lequel on va aller plus rapidement, qui est celui des risques en expatriation et notamment pour les femmes. Risques qui sont évidemment, alors, avant de partir et quand on est sur place, trois grandes familles de risques à voir avant de partir. Première chose, les risques géopolitiques. Avant de partir, et ça, il y a une référence, c'est le site des Affaires étrangères qui classifie les pays pour vous dire si jamais ils sont sûrs, intermédiaires ou à éviter. Et ça, c'est un site à regarder rapidement. Et la première chose à faire, qu'on soit un homme ou une femme, on s'inscrit quand on arrive au consulat, parce qu'on peut partir dans un pays sûr et que la situation change sur le plan politique ou qu'il y ait un tremblement de terre ou tout ce qui peut arriver, qui est le contingent toutes les contingences qui peuvent arriver en expatriation. Donc, on s'inscrit au consulat. Première famille de risque. Deuxième famille de risque, ils peuvent être juste, même s'ils ne sont pas au niveau du pays, au niveau de la sécurité. Et là, quand on est une femme d'un pays à l'autre, on ne va pas du tout trouver les mêmes enjeux. Et c'est quelque chose sur lequel il est important de se renseigner auprès des locaux. Dans certains pays d'Asie, se promener en tant que femme, y compris très tard le soir, c'est pas du tout un problème. Moi, je suis rentrée d'Australie avec l'habitude de me balader avec mon sac à main à 2h du matin, ça n'était pas un problème. Dans d'autres pays, quand on est une femme, on fait très attention et on ne se balade pas seule dans la rue. Et ça, c'est des choses qu'il faut bien valider avec des personnes qui sont sur place avant de partir. Dernière famille de risques, pour les risques pratiques, c'est les risques financiers. Et là encore,
il est important de se renseigner avant de partir, notamment pour ceux qui viennent de France, qui est un pays donc de culture très sociale, avec énormément de transferts sociaux et de mutualisation d'un certain nombre de coûts. Avoir des enfants en France, ça coûte pas très cher parce qu'on estime que c'est quelque chose qui est porté au niveau du pays et que donc l'éducation, tout le monde paye pour l'éducation de nos enfants, tout le monde paye pour notre santé, on met ça tous ensemble et finalement ça coûte cher au niveau national, mais moins au niveau familial. Quand vous partez dans des pays plus anglo-saxons et libéraux, vos coûts de vie peuvent complètement être bouleversés et finalement on voit des retours prématurés parce qu'il n'est pas possible d'assumer le niveau de vie qu'on voudrait maintenir dans ce pays. Donc voilà des choses à valider avant de partir. Magda, est-ce que tu veux développer avec d'autres types de risques? Moi, je voudrais juste pointer les risques psychologiques. Je ne sais pas s'il y a un écho là, je l'entends avec un écho. Enfin bon. Non, donc il y a trois risques majeurs au niveau psychologique. Il y a différents risques qui interviennent, mais ce qu'on voit le plus fréquemment, ce sont le premier risque, c'est un burn-out. Parce qu'on a tellement de choses à faire. Et la femme, c'est souvent le pilier de la famille, par exemple. Et elle a tendance parfois à se négliger en disant d'abord, on va prendre soin des enfants, on va prendre soin du conjoint, on va prendre soin de la maison, on va prendre soin de tout. Et il y a un moment, il y a un épuisement total. Quand en plus, elle est en train d'essayer de travailler ou elle travaille et elle doit assumer aussi toutes les différences et les adaptations qu'elle doit faire, il peut y avoir un moment où ça sera trop. Et les burn-out, les risques de burn-out qui vont se traduire par des choses qui peuvent être insinueuses, comme par exemple une fuite en avant, une fuite dans l'utilisation de médicaments, par exemple, pour se relaxer, d'alcool, ce genre de choses-là, il faut faire très, très attention parce que c'est un grand signal, il faut faire attention à soi, il faut prendre soin de soi. Si la femme ne prend pas soin de soi à ce moment-là, c'est la famille entière qui en subit les conséquences. Il ne faut pas oublier le rôle important de pilier que vous avez. L'autre risque important, c'est les risques de repli sur soi et qui peuvent entraîner une dépression. Donc ça aussi, on voit souvent des femmes déjà qui culpabilisent d'être mal, en disant mais je dois être heureuse, j'ai tellement de chance. Tout le monde me renvoie ça. En France, quand je veux essayer de me confier à mes amis ou à ma famille, on me dit mais de quoi tu te plains? Franchement, avec la vie que tu as. Donc, c'est devient difficile parce qu'on peut pas se plaindre en France et on peut difficilement se plaindre à l'intérieur du pays aussi parce qu'on a l'impression que personne va nous comprendre. Et finalement, on se renferme. Et les risques de dépression sont très importants à ce moment-là. Donc, surtout, veillez à ne pas vous renfermer sur vous-même. Et le troisième risque qui intervient aussi assez fréquemment, et on parle peu, et pourtant c'est extrêmement fréquent, c'est les deuils. Parce qu'on va faire face aussi à ce que je vous disais, les parents qui vieillissent ou qui peuvent finalement décéder lorsqu'on est loin. Et on a du mal à vivre ce moment de deuil en étant si loin, avec la culpabilité de ne pas avoir été là à ce moment-là. Donc ça, c'est des risques importants qu'il faut vraiment, vraiment surveiller. Il y en a d'autres, mais c'est les trois qui sont vraiment les plus fréquents. Merci Magda. Sur les risques, on parlait de la solitude, quelque chose qu'on voit souvent dans les témoignages qu'on a par femmes expats, c'est aussi la solitude des jeunes mamans qui arrivent avec un passé, beaucoup qui disent de femmes actives classiques dans leur pays en travaillant à fond et en voyant leurs enfants 1 ou 2 heures le soir et qui se retrouvent en expat, souvent avec un nouveau bébé, parce qu'on en profite, et enfermées à la maison avec très peu de contact sur l'extérieur. Je crois vraiment, comme tu disais, la solitude est un des risques majeurs quand on arrive en expatriation. On va parler du contraire de l'expatriation, on va parler, du contraire de la solitude, parce qu'on va parler un petit peu du couple et de la dépendance. Parce que ça, c'est une des grandes surprises en expatriation. Quand on part, généralement, il y en a beaucoup qui partent en couple et pour qui la notion de dépendance fait partie du passé, des années 50. Dans un couple, on est égaux, chacun mène sa barque et on est ensemble parce qu'on a des objectifs communs et tout roule. L'expatriation va sérieusement secouer le couple et faire apparaître une notion de dépendance. Alors, on va peut-être passer le visuel sur le couple, parce que je voudrais vous montrer une petite typologie des différents couples qu'on va trouver le plus souvent en expatriation. Alors, première figure qu'on va trouver,
Pour les hommes, je parle de Lucky Luke. Pour les femmes, j'ai trouvé que Out of Africa, Karen Blixen, dans son combat pour vivre sa condition de femme seule en Afrique, était un bon exemple. On va voir la célibataire. On va avoir ensuite une figure que, pour moi, quand je suis arrivée en expatriation la première fois, faisait partie du passé et qui en fait est encore hyper courante en expatriation. C'est celle de ma sorcière bien-aimée, c'est-à-dire Jean-Pierre part au bureau toute la journée, il part le matin tôt et il revient le soir retrouver Samantha qui vit sa vie parallèle, au début avec beaucoup de solitude et puis finalement avec beaucoup de plaisir, mais en tout cas une vie complètement différente de celle de Jean-Pierre. Troisième catégorie, de plus en plus fréquente, c'est celle des Desperate Trading Bees. Qu'est-ce que ça veut dire Desperate Trading Bees? C'est OK, je te suis, mais moi, toi, tu auras ton vrai boulot. Et moi, je vais avoir une activité qui ne sera pas forcément celle qui va rapporter le plus d'argent à la maison, mais qui va être l'occasion d'une réinvention, peut-être d'ailleurs permanente. Et en tout cas, je vais découvrir des nouveaux talents. Sur le côté, vous ne les voyez peut-être pas, mais il y a Tic et Tac. Tic et Tac, c'est le couple qui semble évident à beaucoup de gens avant de partir. T'es muté, je suis muté. C'est moi qui suis leader sur cette mutation et la prochaine fois, ça sera toi. On a tous les deux des super carrières. Curieusement, Tic et Tac, personne ne les a jamais rencontrés dans la rue. C'est une figure emblématique par rapport à laquelle beaucoup de gens se construisent et se comparent, mais qui est finalement assez rare. Ulysse et Pénélope, c'est une grande réalité de plus en plus fréquente des couples en expatriation. C'est toi tu bouges, et ben pas moi. Pour plein de raisons, de sécurité, d'enfants, de carrière de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas encore beaucoup de littérature, mais qui est important de développer parce que c'est quand même le cas de beaucoup plus de couples, voire même pour beaucoup de gens dans des grandes places comme Singapour, etc., où finalement il y en a un qui passe son temps à voyager et à rayonner tout autour de la zone et l'autre qui reste seul à la maison. Cinquième figure, c'est celle de la petite maison dans la prairie. C'est quoi ça? C'est le couple des migrants qui en fait, on parle d'expat, mais là on est plus dans une question d'émigration, avec une installation durable et avec tous les phénomènes d'expatriation dont on parle au début, mais qui petit à petit vont se lisser parce qu'il n'y a plus de nouveaux déménagements. Et finalement, ce qui reste, c'est le fait d'être étranger dans ce pays, mais au bout de 20 ans, on est quelque part dans un intermédiaire entre l'expatrié et le local. Enfin, dernière image de couple, celle de Philémon et Baucis pour dire bon, et après et ça, c'est une réflexion à avoir. Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit et où est-ce qu'on s'installe, où est-ce qu'on s'enracine? Voilà, tout ça pour dire, il y a plein de situations de couples différentes en expatriation et une question fondamentale pour les femmes qui est celle de la dépendance. Pourquoi est-ce que la dépendance est une question de femmes? Parce qu'en 2017 encore, et ça c'est ce que montrent les grandes enquêtes qu'on fait avec Expat Communication, en 2017 encore, je disais que quand un couple s'expatrie, dans 9 cas sur 10, c'est l'homme qui est à l'origine de la mutation et la femme qui suit. Et Magda nous parlait tout à l'heure de la difficulté de sociabiliser dans une organisation qui est quand même faite essentiellement pour des femmes conjoints. C'est très compliqué aussi en tout cas pour le conjoint, donc là on va parler pour la femme, en termes de dépendance financière et de questions d'identité. Question d'identité, Magda l'a un petit peu développé tout à l'heure. Sur le plan financier, je voudrais vraiment mettre l'accent là, et c'est une des choses les plus importantes sur l'expatriation au féminin. Comment je fais pour me protéger, pour assurer mon indépendance financière, ou en tout cas ma sécurité financière, dans cette période où je suis dépendant du salaire de mon conjoint. Et là, en plus, il faut raisonner sur deux choses. Il y a le flux, c'est-à-dire chaque mois, comment je fais pour me sentir autorisée à me financer des cours de tennis, parce que de toute façon, je ne travaille pas et quand même autant en profiter, mais si je ne gagne pas d'argent, je ne m'autorise plus rien. Mais aussi en termes de capital, comment je fais pour que si jamais il y avait un problème dans le couple et qu'on se séparait, on a une situation que nous voit vraiment trop souvent au retour, qui est du conjoint qui finalement n'a plus rien. Tout est mis au nom de celui des deux qui travaillait, parce que c'est lui. Les expatriés sont souvent en séparation de biens. Et donc bien valider que le conjoint a un capital aussi en cas de séparation ou tout simplement à la retraite ou en cas de deuil. Pour ça, s'il y a un conseil, avant de partir ou la prochaine fois que vous passez dans votre pays, vous allez voir votre notaire.
un notaire spécialisé dans le droit international. Vous en trouvez plein, notamment sur le site Femmes Expat, mais je pense qu'il y a plein d'endroits où on peut les trouver aussi, pour bien valider, en cas de séparation, qu'est-ce qui se passe pour votre visa, qu'est-ce qui se passe pour votre capital, qu'est-ce qui se passe pour la garde des enfants, parce que c'est pas forcément le droit français qui s'applique. Donc c'est quelque chose à bien voir et qui nous emmène vers un des points dont on n'a pas trop envie de parler, mais qui est un point sur lequel je pense que c'est notre responsabilité de vous alerter, qui est celui du divorce. Et Magda, là je te laisse la parole. Alors, les cas de séparation et de divorce en expatriation sont extrêmement fréquents. Et c'est malgré tout un sujet extrêmement tabou, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne veut pas le savoir. Mais c'est aussi assez masqué. C'est-à-dire qu'il y a énormément de couples qui vivent en difficulté l'expatriation parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Ça bouge tout un équilibre. Donc, il peut y avoir vraiment des moments où ça va fragiliser le couple. Et en fonction des situations, il va y avoir assez fréquemment dans les cas de séparation, des avant-séparations, c'est-à-dire des problèmes de conjoint qui va voir ailleurs et qui a une vie parallèle. Donc, c'est des choses qui sont assez tabous puisqu'on peut le savoir à l'intérieur du couple et ne pas oser le dire à d'autres personnes et vivre dans une situation de couple déjà séparé, vivant dans le même foyer. Il y a aussi financièrement la difficulté de pouvoir prendre 2 appartements ou 2 maisons lorsqu'on est à l'étranger et que c'est très cher ou que au niveau juridique, on n'a pas vraiment la possibilité au niveau du visa de prendre 2 logements. Donc, il peut y avoir parfois des couples qui se donnent l'impression que tout va bien et en fait, ça va pas du tout à l'intérieur. Donc, c'est extrêmement lourd à porter pour la femme en particulier, puisque c'est l'objet de notre conférence, qui vit dans un secret absolu et qui peut pas vraiment se recréer et se redéfinir, surtout quand elle est dépendante financièrement. Donc ça, c'est la grosse difficulté. Et si on va un peu plus loin, pour les couples qui finalement décident de divorcer, comme tu le rappelais, Alix, et comme tu le disais, et c'est extrêmement important de vous le dire, lorsqu'on part à l'étranger, c'est finalement le droit du pays qui va intervenir. Lorsqu'on vit plusieurs mois à l'étranger, ce n'est plus le droit français. Voilà, c'est très précis, c'est selon un certain nombre d'années, selon s'il y en a un non, mois. Parfois, c'est quelques mois, 6 mois. Parfois, en fonction des pays, ça peut aller. Ça dépend du statut qu'on a pu avoir. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir un notaire, c'est extrêmement complexe. Et du pays. Oui. Donc, en fonction de certains pays. Donc, notamment quelque chose qui est très, très important, c'est le PACS. Le PACS ne vous protège pas. Souvent, en fait, le PACS n'est absolument pas tenu en compte. Donc, dans mon cas particulier, moi, je suis divorcée, enfin, en voie de divorce. J'ai été pacsée pendant 4 ans en France et mes enfants sont nés pendant mon PACS. Ça ne compte pas, même si on a les enfants qui sont là. Donc, surtout, faites attention à ça, parce que si vous êtes pacsé pendant 20 ans et que vous partez à l'étranger, ça correspond à 0. Donc, vous n'avez rien. Dans certains pays. C'est très, très important. C'est vraiment la législation, si c'est la législation du pays et en fonction de la législation de ce pays-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important de se protéger par rapport à ça. Et puis après, il y a les difficultés aussi au niveau de la famille. C'est-à-dire que vous voulez rentrer. Vous travaillez pas, vous êtes dans un pays, vous vous divorcez, vous dites bon, je vais rentrer en France parce que là j'ai un travail. En fonction de ce qui se passe pour le couple, vous pouvez ne pas avoir le droit de rentrer. Ou si on va vous donner le droit, mais rentrer tout seul. Moi, je garde les enfants. Certains pays sont extrêmement protecteurs pour les enfants et disent non, 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 c'est le conjoint qui travaille qui garde les enfants, surtout s'il fait la demande. Donc, vous pouvez vous sentir un peu coincé. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'aller voir un avocat le plus rapidement possible quand vous commencez à voir qu'il y a des difficultés au sein du couple et que vous songez à un divorce, parce qu'il faut que vous ayez toutes les informations. Et c'est vraiment un parcours du combattant. Donc, les divorces en expatriation, déjà les divorces à la base, c'est jamais quelque chose de difficile, de facile, mais en expatriation, ça rend les choses extrêmement complexes. Surtout que quand le divorce se fait et que, par exemple, vous rentrez en France, pour la famille, c'est une famille qui est éclatée au niveau international. Donc, il va rentrer en jeu beaucoup de choses pour les visites avec l'autre parent, les risques de ne pas revoir l'enfant. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en lien. Donc, surtout, mon conseil numéro 1, c'est aller voir un avocat et ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit. Surtout, faites attention à la médiation. Et faites attention à croire à ce qu'on va vous dire en disant tout va bien se passer, parce que très souvent, c'est beaucoup plus complexe. Donc, protégez-vous, vous. Et on fait attention aux recommandations sur Facebook. Vous jouez votre avenir, c'est pas le moment de croire ce qui se raconte, uniquement ce qui se raconte dans les groupes Facebook. Il y a un article qui a
cartonné sur Femmes Expat qui peut être utile en préventif, qui s'appelle, dans la série Les Amours à Singapour, qui parle du divorce vu par un homme. Et là, comme on est entre femmes, allez-y, on l'a publié le jour pour la journée de la femme, vu d'un homme. Qu'est-ce que ça donne de partir avec une femme singapourienne 20 ans après? Voilà, c'est une lecture utile. Je voudrais aussi rajouter juste quelque chose au niveau des divorces qui est aussi de l'ordre un peu de l'illusion parfois, c'est que lorsqu'on part avec une entreprise, souvent l'entreprise aide énormément pour partir. Lorsqu'on divorce, l'entreprise, si c'est celle de votre mari et que vous êtes accompagnatrice, elle ne vous aide pas. Absolument. Donc là, vous êtes tout seul. Tout à fait. Il y a un gros problème avec l'accompagnement des entreprises qui aident certaines choses et loin d'aider d'autres aspects. Et c'est vraiment important à ce moment-là de savoir que justement, vous devez avoir votre propre soutien qui correspondra énormément par une aide juridique. Parce que juridiquement, l'entreprise ne peut pas vous aider. Parce que vous n'avez plus de rattachement avec elle. Donc, c'est très compliqué. Pour ne pas rester quand même sur ces notes-là, globalement, l'expatriation est bonne pour le couple. Et ça, c'est important parce qu'il y a des chiffres qui circulent sur le taux de divorce en expatriation. Pour écrire mon livre sur le couple en expatriation, j'ai passé des semaines entières à valider ces chiffres. Il y a aussi certaines zones géographiques qui sont plus à risque que d'autres. Il y a certains endroits où les risques pour ce que montrent les enquêtes, peuvent être très importants. Ce que montrent les enquêtes, c'est que les zones les pires, c'est pas l'Asie, comme on le dit souvent, c'est l'Europe de l'Est. Parce qu'il y a une certaine culture autour du couple qui est assez précaire. Et en tout cas, ce que disent les enquêtes sur le couple, donc non, je veux dire, il y a des divorces, il n'y en a pas tant que ça. Quand il y en a, comme l'expliquait Magda, c'est des divorces particulièrement douloureux et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. En revanche, 82% des couples disent que l'expatriation a renforcé leur couple parce que ça secoue et ce qui, dans certains cas, donc ça casse le couple. Dans les autres cas, ça renforce parce que on a dû tout rechoisir ensemble. On a fait face ensemble à des zones difficiles et finalement, je trouve qu'on voit chez les couples expatriés, notamment ceux qui ont pas mal bougé, une connaissance de l'autre hyper profonde parce qu'on a dû, à un moment, on a été, c'est difficile mais c'est beau aussi, on a été le mari, le meilleur ami, le confident, tout un ensemble de rôles qu'on n'a pas forcément quand on est dans son pays où tous ces rôles-là sont pris par d'autres personnes. Voilà. Faut voir aussi qu'il y a certains couples finalement qui se séparent et qui ne divorcent pas. Donc c'est là où c'est difficulté d'avoir des chiffres parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas divorcer, qui vont rentrer et qui vont divorcer après au retour. Ou alors qui vont finalement peut-être se renforcer en disant bon maintenant on rentre et puis ça va mieux. C'est pour ça que je vous invite à voir les chiffres de l'enquête sur le ressenti. Hein, et on a même demandé, vous le retrouverez dans les enquêtes, l'impact de l'expatriation sur la libido, mais ça je vous laisse voir les résultats en ligne. On passe à un autre volet important aussi qui est celui de la carrière. Pour les femmes en expatriation, la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il est indispensable de réinventer sa carrière? On a demandé dans nos enquêtes aux femmes en expatriation, est-ce que vous avez une carrière linéaire ou une carrière discontinue. Et on a comparé avec les hommes. Les hommes, à 80%, ils ont une carrière linéaire, à 20% discontinue. Pour les femmes, c'est exactement l'effet miroir. 70% de carrière discontinue, 30% de carrière linéaire. Comment est-ce qu'on explique ça? Parce que beaucoup de femmes arrivent en tant que conjoints. Et ça, c'est une surprise pour beaucoup de personnes qui arrivent, qui se disent je suis un citoyen global, comme on le disait tout à l'heure, citoyen du monde, j'avais un bon job dans mon pays, je vais logiquement en retrouver un autre dans l'autre pays. Si en plus on est français, qu'on a un tout petit peu de cette arrogance française, on se dit, vu tout ce que je vais apporter, les super diplômes que je peux avoir, etc., ça ne devrait pas être trop compliqué de trouver un job sur place. Or, c'est beaucoup plus compliqué, notamment pour les gens diplômés, de trouver un métier là où ils sont parce que on peut voir, vous reverrez tous les détails, hein, mais il y a des barrières en termes de visa. Déjà, le visa de conjoint ne donne pas forcément le droit de travailler. En termes de langue, beaucoup de gens pensent qu'ils parlent bien anglais et en fait, ils n'ont pas forcément un anglais professionnel dans un contexte international. C'est-à-dire que pour la France, ça irait.
mais quand on est à Londres, l'anglais qu'on baragouine dans les entreprises françaises ne suffit pas forcément. Question de reconnaissance des diplômes. Si j'étais médecin, par exemple, dans beaucoup de pays, je ne pourrais pas exercer. Question de garde d'enfants. S'ils sortent à 3 heures de l'après-midi et que la crèche coûte $50 par jour, comment je fais pour faire garder 2 enfants et travailler alors que ça serait un investissement, je travaillerai à perte. Enfin, il y a toutes sortes de raisons qui font que c'est difficile parfois de trouver du travail. On voit que 40% des conjoints sont en recherche d'emploi et que la durée moyenne de recherche d'emploi est de 1 an, souvent beaucoup plus que ce que ces personnes avaient pensé au départ. Là-dessus, peut-être une chose qui peut vous aider, c'est le site Expat Value qu'on a lancé il y a 6 mois maintenant et qui marche très très bien parce que finalement, il est le seul site à répondre à cette question de comment je fais pour trouver du travail à l'étranger, dans quel secteur chercher, avec quels outils et comment surtout, parce que s'il y a un truc à retenir, c'est que trouver du travail à l'étranger, plus que partout ailleurs, c'est par le réseau que ça se passe. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour utiliser son réseau? Pour certains, c'est assez simple parce que c'est leur caractère. Pour d'autres, c'est un énorme effort. Donc, travailler son aptitude au networking. Magda, est-ce que toi, tu nous raconterais plus en détail ce que veut dire se réinventer et s'épanouir professionnellement? Alors déjà, quand on dit se réinventer, il ne faut pas l'entendre comme si on vous demande de vous transformer. Ça ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, à l'inverse, c'est de dire allez creuser tous vos talents parce que vous en avez énormément, tout votre potentiel. C'est la possibilité d'explorer finalement les différentes facettes que vous possédez. Donc, c'est vraiment la possibilité d'aller au niveau de vos ressources et essayer de voir, parfois, il y a certaines ressources que vous possédez qui n'ont pas pu s'exprimer parce que dans le pays où vous étiez, vous n'avez pas eu l'occasion. Là, c'est profiter de l'expatriation pour avoir de plus d'opportunités, de vous épanouir en tant que personne dans sa globalité. Et ça peut ne pas forcément se traduire par un travail rémunéré. C'est surtout le fait d'apporter sa pierre, avoir l'impression d'être utile, de faire quelque chose où on a la satisfaction de pouvoir se réaliser en faisant quelque chose. Et ça peut être par un travail humanitaire, social, qui n'est pas obligatoirement rémunéré. Ça peut même être à travers une nouvelle formation, par exemple. C'est l'opportunité parfois d'aller se former sur quelque chose de différent. Surtout, faites attention à ne pas toujours mettre la barre trop haut qui vous empêche de mesurer le chemin parcouru. Parce que partir à l'étranger, ça vous a déjà énormément secoué et vous a appris beaucoup de choses et vous avez déjà de temps en temps développé des aptitudes dont parfois vous oubliez. Donc prenez le temps aussi de mesurer tout ce que vous avez déjà appris par cette expérience-là que vous pourrez apporter dans votre recherche d'emploi. Et surtout aussi, faites attention à quelque chose que j'entends très souvent, c'est comment se protéger du regard de la famille. La pression qu'il peut y avoir pour les personnes qui sont non expatriées et qui vont vous demander « Alors, t'as pas trouvé du travail? Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Et c'est très difficile parce que vous êtes déjà en train d'essayer de comprendre la culture dans laquelle vous êtes. Parfois, vous êtes en train d'essayer d'améliorer la langue. Vous êtes des efforts, parfois même au niveau, ce que tu disais, c'est que c'est vraiment difficile au niveau légal et au niveau du diplôme qui n'est pas reconnu. Donc, avoir la pression de personnes qui ne comprennent pas forcément toute la complexité et qui vous pointent un peu du doigt en disant tu trouves toujours pas de travail, ça peut être un peu pesant. Donc, protégez-vous de ça et faites le point avec vous-même en réalisant tout ce que vous êtes en train de faire déjà. Et moi, je suis émerveillée à travers les parcours des personnes qu'on accompagne dans leur réinvention professionnelle chez Expat Communication, de voir à quel point l'expatriation en fait ouvre des opportunités dans lesquelles on n'aurait jamais osé se lancer, que ce soit sur le plan artistique, sur le plan associatif, comme tu le disais, ou sur le plan entrepreneurial. On voit vraiment des très belles aventures et dont la plupart disent « si je n'étais pas partie, jamais je n'aurais osé me lancer », mais soit le contexte, et notamment pour ceux qui vont dans les pays anglo-saxons ou en Asie, le contexte est tellement porteur que finalement je me suis laissée faire comme tout le monde, soit en fait je suis tellement sortie de ma zone de confort que maintenant j'ai pris l'habitude d'oser faire des choses ou sinon je serais toujours sur mon fauteuil près du radiateur 10 ans après si je n'avais pas bougé.
Donc voilà, l'expatriation, c'est bon pour la carrière. Certainement pas forcément toujours sur le plan financier, mais en tout cas sur le plan de l'épanouissement qu'on peut y trouver, ou en tout cas, parce que enfin, je veux pas non plus, je trouve que c'est vachement important ce qu'a dit Magda sur ne pas se mettre la barre trop. J'ajouterais attention avec qui on se compare, parce qu'en réalité, on voit que quelques exemples de réussite. Je disais tout à l'heure que Tic et Tac était un couple mythique. C'est dans les dessins animés. Il n'y a que quelques femmes qui réussissent des carrières exceptionnelles en expatriation, sauf qu'on parle énormément d'elles. Et elles servent beaucoup de rôle modèle pour beaucoup d'autres qui se disent, en fait, je devrais en être là, parce que souvent les femmes expatriées sont des femmes très diplômées, qui se mettent une pression énorme. Et quand elles voient ces exemples-là, elles se comparent et se disent, et moi, pourquoi est-ce que je n'en suis pas là? Eh bien, peut-être que juste regarder ce qu'on a construit en se disant, mais en fait, c'est déjà complètement hors de ma zone de confort. Et j'y trouve, je jugeais non plus simplement en termes de réussite sociale, mais aussi d'épanouissement, d'utilité pour les autres et de satisfaction qu'on y trouve soi-même. Beaucoup, finalement, vont voir que l'expatriation, à ce sens, a été positif. Mais sans se faire d'illusions sur le fait que beaucoup vont y laisser des plumes sur le plan strictement professionnel et du salaire. Voilà, donc, mais ça n'est pas forcément une catastrophe. Voilà, et ça, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus, parce que c'est un sujet un peu touchy. J'imagine qu'il y en a qui vont recevoir ça comme une patate chaude, pour parler, parce que je ne trouve pas de mots plus polis pour dire ça. On change de sujet encore, sans transition, pour parler à la socialisation en expatriation. Il y a le travail. Il y a quand même 20% des femmes expatriées, entre 20 et 30% selon les études, qui décident de ne pas travailler en expatriation. Il y en a beaucoup qui cherchent du travail et qui ont du temps pour autre chose. Magda, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sociabilisation des femmes en expatriation? Alors, vous avez touché deux mots tout à l'heure en disant que souvent le côté social était du ressort de la femme, surtout quand elle ne travaille pas, parce que c'est elle qui va accompagner les enfants à l'école, au parc, aux activités extrascolaires, et donc souvent c'est elle aussi qui a peut-être plus de facilité à rencontrer d'autres femmes qui elles aussi ne travaillent pas. Donc c'est très très souvent du ressort de la femme de socialiser l'entité familiale dans son entier. Même lorsque le conjoint travaille et qu'on se dit il y a des opportunités au niveau du cadre du travail, c'est souvent en rentrant à la maison, c'est la femme qui aura fait les rencontres qui seront celles après qui auront lieu lors des week-ends. Alors, quand la femme est seule et qu'elle n'a pas d'enfant, c'est parfois beaucoup plus difficile parce qu'elle n'a pas ces opportunités-là et ces excuses d'aller au parc avec les enfants, par exemple. Et les risques de solitude pour ces femmes seules, sans enfants, peuvent être plus importants. Donc là, je vous encourage vraiment à aller profiter de ce que vous aimez faire en faisant des activités pour vous et rencontrer des gens à travers les activités qui vous plaisent et qui vous font du bien. L'isolement, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que il peut y avoir un isolement lié à toutes les situations du pays, comme on vous a parlé, la langue, la culture, etc. Mais il y a aussi un isolement par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a parfois peur de se confier, on ne sait pas à qui on peut vraiment créer, parce qu'il y a parfois comme des amours d'adolescence, on part en vacances et puis c'est très très fort pendant un moment. Les amitiés en expatriation sont parfois passionnées. C'est-à-dire que ça va très 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 vite, ça va très 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 fort, et puis la personne repart. Et là, on a une désillusion aussi parce qu'on se dit à quoi ça sert de recréer des liens puisque de toute façon, soit nous on va partir, soit l'autre personne va partir. Et c'est très difficile. Je vous encourage à ne pas vous renfermer et à laisser finalement la possibilité, l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, même s'il y a des départs, puisqu'aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, vous pouvez garder des liens et les amitiés peuvent être beaucoup plus internationales. Faites attention à ne pas vous cloisonner. Le risque aussi, c'est ne pas oser, pour l'image de soi, lorsqu'on reste dans soit parce qu'on veut rester au niveau d'une culture française, soit parce qu'on est dans un pays où on n'a pas vraiment la possibilité de sortir d'une certaine autarcie, c'est parce que c'est dangereux par exemple, et on est obligé d'être un peu entre soi. On peut avoir peur du qu'en dira-t-on.
Et donc, finalement, on se protège énormément et on a beaucoup de mal à pouvoir vraiment rencontrer quelqu'un, la confiance de pouvoir créer des amitiés solides. Donc, là aussi, faites attention à ça, à ne pas vous renfermer, mais à garder contact avec des personnes dont vous avez confiance, qui peuvent être à l'extérieur de cette zone-là, à travers Internet, à travers le téléphone, ou essayer de creuser des amitiés réelles aussi sur place. Surtout, ne faites pas... ce que j'entends souvent dire, c'est que moi, je pars pas à l'étranger pour rencontrer que des Français. Donc, moi, je ne veux pas rencontrer de Français. Ou l'inverse, moi, je comprends rien avec les autres, je vais rester qu'avec des Français. Partir avec déjà la décision de rester avec qu'un monde petit en se refusant à l'autre, c'est ne pas vous ouvrir à d'autres possibilités. Donc, essayez d'être le plus ouvert possible et de voir en fonction des possibilités. Il y a une question qui est intéressante, je voudrais juste y répondre maintenant, parce qu'effectivement, beaucoup d'expatriés jeunes seniors peuvent souffrir de solitude due au départ des enfants. Et c'est réellement quelque chose qu'on va trouver à un moment, c'est que les enfants partent pour le collège, par exemple, et la famille devient un couple qui se retrouve seul quelque part avec les enfants qui se sont éparpillés ailleurs, partant au collège. Et donc, ça va être un moment, on appelle ça le nid vide, qui va être difficile à gérer, où que ce soit. Déjà, lorsqu'on est en France, c'est un moment qui est difficile, et lorsqu'on est à l'étranger et qu'on sait que les enfants sont loin, ça peut être beaucoup plus difficile. Donc, surtout, retrouvez-vous, et d'où l'intérêt de se faire des amis pour ne pas se sentir seul à ce moment-là lorsque les enfants partent. Merci beaucoup, Magda, sur voilà, c'est un de ces points fondamentaux de notre vie en expatriation. Sur le plan pratique, comment est-ce qu'on se fait des amis, mode d'emploi? Non, mais quelques lieux. Il y a un réseau que doit connaître, c'est celui de la FIAF, de la Fédération des accueils francophones. Donc, Tombouctou accueille, je ne sais pas s'il existe, ou Moscou accueille, ça j'en suis sûre. Certains ont un peu parfois un réflexe de « oui, non, mais moi, je ne veux pas voir que des Français » ou « je ne veux pas faire partie de ces réseaux-là ». Comme le disait Magda, ça vaut le coup d'être très nuancé là-dessus en se disant, après, il y a quand même un moment où tout vaut mieux que la solitude complète. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et peut-être que si on n'aime pas ce genre de structure, c'est parce qu'on ne veut pas de stéréotypes. Est-ce qu'on n'est pas soi-même en train de mettre un stéréotype quand on dit « je ne veux pas voir des gens de l'accueil » ou « je ne veux pas voir de Français » ou dans l'autre sens, je ne veux pas voir de locaux. Donc, l'accueil, avec toutes ces activités, c'est une super façon de rencontrer des gens. Il n'y a que du macramé dans votre accueil et des trucs qui ne vous correspondent pas. Eh bien, lancez-en un autre. Ce sera une bonne façon de trouver chaussures à votre pied. Soyez proactifs là-dessus. Il y a aussi des annuaires d'expatriés. Sur le site Femmes Expat, on a un annuaire d'expat. On a toutes les semaines des témoignages de femmes qui nous disent « j'ai rencontré ma meilleure amie en expat grâce à l'annuaire de Femmes Expat ». Donc, un grand merci. On ne voit pas trop ce qui se passe derrière, on a juste ces retours. Il y a les enfants, bien sûr, et les activités, comme le disait Magda. Après, pour rebondir sur cette question de « ça fait mal quand les amis partent », c'est peut-être une des grandes difficultés, grandes douleurs de l'expatriation, c'est qu'on est quand même dans le deuil permanent. Là-dessus, j'ai envie de dire, ce qui fait la richesse et la profondeur de beaucoup de femmes qu'on voit en expatriation, c'est qu'elles ont accepté ce deuil et elles savent que la souffrance fait partie de l'amitié et que néanmoins, elles prennent encore le risque de s'attacher et donc de souffrir à nouveau. Et on voit des personnes hyper profondes qui, à partir du moment où elles sont dans cette posture-là. Il ne nous reste plus que quelques minutes pour parler d'un point hyper important. Alors, juste avant, il y a une question, Alix, que je voudrais répondre, parce que c'est quelles sont vos solutions pour rencontrer des personnes quand votre enfant a 7 mois, donc pas encore à l'école ou d'activité extrascolaire, et du coup, nous sommes bloqués à la maison car les crèches sont hors de prix. Alors, je voudrais justement apporter une réponse en particulier, c'est que vous êtes sûrement pas seul à ce moment-là. Il y a d'autres mamans qui ont des bébés qui sont aussi bloqués à la maison, et une solution très très simple, c'est se faire une entraide entre vous. C'est-à-dire, je garde ton bébé et mon bébé le lundi, et comme ça, tu as le lundi libre pour pouvoir faire certaines choses, et le mardi, on échange. Donc, ça peut être intéressant pour les enfants, ça peut permettre justement de se donner du temps à soi et à l'autre, et créer aussi une amitié entre vous. Donc, il y a 2 bénéfices par rapport à ça. Vous pouvez aller ailleurs et vous pouvez rencontrer des gens qui sont dans la même situation. Très bonne idée. Et il existe plein de baby groups. Ça s'appelle baby group ou mothers group selon les pays. Play group. S'il n'y en a pas dans l'accueil de la ville où vous êtes, là encore, montez-le.
ou rejoignez des playgroups américains, enfin anglo-saxons. Moi, je sais qu'en expatriation, c'est là que j'ai rencontré beaucoup de mes meilleurs amis. Donc, au contraire, un bébé n'est pas forcément source d'isolement. Merci Magda de l'avoir souligné, c'était important. On passe au retour, grand moment de l'expatriation pour certains, pas pour tous. Magda, déjà, sur le plan psychologique, qu'est-ce que ça représente le retour? Je signale juste que dans les enquêtes, le premier sujet d'inquiétude des expatriés, ça n'est pas la sécurité, ça n'est pas le coût de la vie, c'est le retour. Alors le retour, c'est un énorme sujet, donc on va pouvoir parler malheureusement très très rapidement là-dessus, mais ça vaut une conférence à soi tout seul, parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent. La première chose que je voudrais dire, c'est faire attention au mot retour, ça n'est pas un retour en arrière. Si vous avez l'impression que vous allez rentrer pour retrouver la même situation, les mêmes gens, et que ça va être comme avant, non. L'expatriation fait évoluer. Vous avez évolué, les gens sur place ont évolué, beaucoup de choses ont changé. Donc, rentrer d'expatriation, c'est en fait une nouvelle étape où vous allez devoir vous acclimater à nouveau d'autres choses parce que vous avez vous-même acquis d'autres aspects. Et je voudrais juste donner un conseil, c'est n'hésitez pas lorsque vous rentrez dans votre pays d'origine à vous recréer ce que j'appelle la maison du nomade. La maison du nomade, c'est ce que vous êtes avec ce que vous avez appris à l'étranger, des nouvelles coutumes, des nouvelles traditions, des objets, des choses que vous aimez mettre chez vous, des choses qui vous rappellent ce que vous avez aimé, des posters. On voit souvent des personnes qui reviennent et qui mettent des posters de là où ils étaient ou des photos, des belles photos qu'elles ont prises. Tout ça, c'est chez vous maintenant. Donc la maison du nomade, c'est ce que vous avez acquis de l'extérieur et qui transforme votre chez vous par ces bénéfices-là. Ça devient quelque chose de différent. Une autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que parfois, lorsqu'on rentre, les gens nous ont quittés aussi. C'est-à-dire que vous pouvez revenir et je vois souvent des personnes qui rentrent parce que la famille est malade ou il y a eu un deuil ou quelque chose comme ça. Et donc, vous n'allez pas retrouver la même configuration que vous l'avez laissée et ça peut être un peu difficile à vivre, mais c'est aussi en fonction de vos valeurs à vous que le choix de rentrer peut être aussi quelque chose. Ce qui est très important, c'est de voir si c'est un choix ou si c'est subi et essayer d'être le plus moteur de ce retour-là en te disant, ben voilà, je sais ce que je laisse là-bas, de la même manière que vous êtes parti en laissant les choses sur place, là vous laissez à nouveau des choses de là-bas, mais vous rapportez le plus possible de tout ça. Vous en faites votre petite salade de fruits. Sur le plan pratique, le retour se prépare autant que l'expatriation, que le départ. Peut-être d'ailleurs qu'une des seules façons... La grande différence entre le départ et le retour, souvent, c'est une question d'énergie. C'est-à-dire qu'au départ, on est galvanisé par la découverte, parce que dans la plupart des cas, c'est choisi, et on a envie d'inventer, on est même, je pense, hormonalement stimulé par la découverte. Au retour, il peut y avoir un certain sentiment de grisaille, de déjà connu, de difficulté à se réinventer, puisque, comme disait Magda, si on peut avoir l'impression juste d'avoir fait un tour. Si jamais on considère le voyage, le retour comme une nouvelle expatriation, alors on sait qu'on va vivre quelque chose de complètement différent, souvent beaucoup plus international qu'avant, et pour lequel on se prépare de la même façon. Alors sur le plan administratif, parce que là encore, il y a plein de checklists de choses à faire, et c'est une vraie odyssée administrative que le retour dans notre pays, mais aussi sur le plan professionnel. Et là, je vous invite à aller regarder ce qui est fait autour du Job Booster Cocoon, par exemple, en tout cas sur tous les concepts de transférabilité des compétences, renouer avec son réseau, refaire l'inventaire de ce qu'on veut apporter et du nouveau choix d'épanouissement et de ce qu'on veut apporter à faire au retour, qui est une période très complexe sur le plan professionnel. Et puis sur le plan amical, parce que c'est très compliqué de renouer avec ceux qu'on avait laissés avant. Mais certainement, au retour, vous aurez d'autres amis en fonction de ce que vous êtes devenu, parce que l'expatriation nous change profondément. Voilà, ça nous amène à la conclusion, conclusion qui pour moi sera que l'expatriation, c'est une aventure complexe, semée de pièges aussi, mais en tout cas qui nous fait grandir, qui nous transforme, qui nous permet de sortir de notre sillon et de découvrir parce qu'on est confronté à des choses nouvelles, une façon peut-être plus complète, plus intense d'être nous-mêmes, et donc une aventure
que je vous souhaite la plus belle possible. Et donc moi, ma conclusion, ça sera surtout ne restez pas tout seul. Lorsque vous êtes avec des situations difficiles à vivre, essayez de ne pas négliger le besoin que vous avez aussi de faire attention à vous. Et notamment, c'est pour ça que Euthelmed est là. Euthelmed, il y a des psychologues pour enfants, il y a des psychologues pour couples, il y a des psychologues pour les familles, il y a des psychologues individuels. Il y a énormément de thérapeutes qui sont là pour vous aider à traverser des moments qui peuvent être un petit peu plus difficiles à traverser lorsque vous êtes chez vous et que vous voulez pas vous confier, vous avez l'impression que ça va être trop difficile. Confiez-vous à vos amis aussi. Essayez d'être avec le plus, de créer votre réseau. C'est extrêmement important de créer son réseau lorsqu'on est à l'étranger. Pour surtout de pouvoir partager et faire partie de quelque chose, un soutien pour vous, d'être quelque chose qui va vous appuyer. Merci Magda. Alors, je vois quelques questions sur le côté. Je ne sais pas si on a quelques... Je crois on prend quelques minutes pour répondre à 2-3 questions. En régie, on peut dépasser 1 heure? Oui, donc si vous avez des questions... Alors là, il y a une question, il y a 2 questions on a déjà répondu, et il y a d'autres questions. Là, il y a une question pour moi, que j'ai parlé tout à l'heure au début, de signifié et de signifiant. Et on me demande qu'est-ce que c'est exactement. Alors, je vais prendre un mot qui peut apporter beaucoup de choses. Maison. Une maison, on sait ce que c'est une maison, ça a un toit, ça a des murs, etc. Voilà, c'est l'objet. Mais ce que ça représente en réalité à l'intérieur, c'est qu'est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est quelque chose de bien, de positif? Est-ce que c'est quelque chose qui rassure? Est-ce quelque chose qui, à contraire, fait peur? Quelque chose qui fait mal? Donc, c'est tout ce qu'on va mettre. Donc, chaque chose a 2 aspects. Une autre phrase clé, c'est maman au foyer. On sait ce que c'est qu'une maman au foyer. Pourtant, ça porte tellement de choses en soi, une image, une connotation. Donc, c'est ça, il faut faire attention. Et notamment pour les couples mixtes, lorsqu'on parle, lorsqu'on dit des choses, on entend différentes choses, on entend différentes interprétations. Donc, c'est là où les difficultés d'incompréhension peuvent arriver parce qu'on a l'impression qu'on a été très, très clair, on parle de la maman au foyer et l'autre personne va entendre autre chose. Ça arrive pour tout le monde, mais quand les différences culturelles sont plus fortes, cette différence entre signifié et signifiant vont être encore plus importantes. Une autre question pour moi, qui est comment on fait avec les équivalences quand on est psychologue clinicien? Eh bien, c'est pas facile. En fait, toutes les professions médicales et paramédicales vont être extrêmement difficiles à l'étranger et l'équivalence pure et dure, ça, c'est vraiment difficile. En Europe, on peut encore parfois trouver des équivalences en fonction des accords. À l'étranger, ailleurs, par exemple moi aux États-Unis, je ne l'ai pas. Je ne peux pas. Donc, je suis coach. Je travaille comme coach ici. Mais en même temps, je reprends des études actuellement pour pouvoir retravailler et ils prennent l'équivalence de certains cours. Donc, on n'a pas tout faire depuis le début, mais on a à faire une certaine partie des études pour pouvoir avoir des équivalences. Donc, il faut reprendre souvent une partie d'études et notamment la période de stage qui est très, très longue. Là-dessus, je rebondis aussi parce que sur le site Expat Value, donc le site pour aider à reconstruire sa carrière à l'étranger, il y a au moins 5 articles sur comment rebondir quand on est psychologue. Alors, il y a psychologue et différents lieux. Donc, n'hésitez pas, il n'y aura pas forcément votre destination, mais il y aura en tout cas pas mal de cas de figure qui vous aideront à... Vous avez fait une enquête très, très riche là-dessus, justement, pour les équivalences, des psychologues en particulier. Vous avez fait une enquête très, très riche. Donc, oui, ça peut être bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas. Ouais, donc il y a quelqu'un qui nous, qui nous présente Expat Value et Femmes Expat. Là-dessus, je crois que si vous n'avez plus de questions, on est en tout cas à votre disposition, aussi bien Magda que moi, par ce webinaire ou sur Facebook ou plein de façons de nous retrouver. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Et puis, on vous souhaite une très belle journée pour ceux qui la terminent en Asie et ceux qui sont courageux, qui sont levés tôt pour nous écouter et qui la commencent juste. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.